Merci à tous d'être présents pour ce webinaire qu'on organise Next Decision et Tale of Data. Rapidement, on va se présenter avec Roby. J'ai la parole, je continue et puis je te laisserai la parole ensuite, Roby. Donc, je suis Benoît Chéroux, je fais partie donc de la société Next Decision. On va se présenter très rapidement ensuite en termes de société. Et je m'occupe notamment de sujets autour de la data gouvernance. Et on a trouvé intéressant de partager avec vous l'offre de Tale of Data qui correspond à un certain nombre de sujets qu'on rencontre en termes de problématiques chez nos clients. Et donc, voilà. Roby, je te laisse te présenter. Oui, merci Benoît. Bonjour, je suis Roby Jameson, le CEO de Tale of Data, qui est une plateforme de data quality augmentée. Et donc, effectivement, comme le disait Benoît, on a un certain nombre de sujets en commun avec Next Decision autour de la gouvernance et de la qualité des données. Très rapidement, l'agenda de ce webinaire, une rapide introduction pour présenter les deux organisations Next Decision et Tale of Data, et assez vite se projeter ensuite sur la plateforme Tale of Data, donc la démonstration que nous fera Roby. On va essayer de couvrir tous les sujets. Il y en a pas mal qui sont couverts en termes de problématiques clients au sein de cette plateforme. Et puis, on terminera avec une rapide conclusion, revue des points clés de ce qu'on aura évoqué précédemment durant ce webinaire. J'enchaîne rapidement sur la présentation de Next Decision. Donc, on est expert autour d'un certain nombre de sujets. On va dire historiquement, Next Decision a plus de 15 ans d'existence. On est reconnu sur le marché pour notre expertise autour de la data et maintenant l'intelligence artificielle. Mais on a aussi bien d'autres savoir-faire autour notamment de l'organisation des systèmes d'information. Donc, on va avoir des équipes plutôt généralistes autour des problématiques d'urbanisation, d'architecture du système d'information et puis des projets plus en lien opérationnel avec, par exemple, des mises en place de CRM ou de RP. On a également un savoir-faire autour de la partie RSE et ESG. On accompagne nos clients à la fois dans la définition de leur stratégie autour de ces sujets-là, mais également l'implémentation d'outils qui permettent de piloter l'extra-financier au-delà du financier. Et puis, deux autres activités assez importantes, savoir-faire, autour du pilotage des rémunérations et notamment des rémunérations variables. Et puis, une équipe qui va faire des applications à façon, développement sur mesure pour nos clients, pour traiter des problématiques en général très pointues chez nos clients, autour des dernières technologies du marché. Dernier point là-dessus, et je terminerai sur cette présentation de notre expertise. On accompagne nos clients à la fois dans la partie implémentation des solutions, mais également en amont des projets, autour du cadrage des projets, de la stratégie, que ce soit la stratégie ici ou la stratégie data notamment. La gouvernance, et ça va être un des sujets d'aujourd'hui qu'on va voir avec Roby. Une grosse activité support, on est certifié Calliope. Et enfin, une activité autour de l'ingénierie de la vente de licences. Et donc, on est revendeur d'un certain nombre de solutions pour le compte des éditeurs. Et donc, c'est un vrai savoir-faire différenciateur au sein de Next. Rapidement, l'offre gouvernance de la donnée au sein de Next, ça veut dire quoi concrètement? C'est des sujets où on va parler principalement d'organisation et de stratégie autour du patrimoine de données des entreprises. Donc, on va aussi bien définir des organisations, des rôles, que des feuilles de route, des projets à mener avec la valeur métier à porter autour de ces données. Bien évidemment, les sujets référentiels de données, on y reviendra, je pense, avec Roby également. Donc, mise en place d'outils dédiés pour la gestion des référentiels de données, notamment, ce qu'on appelle le MDM. Des sujets autour de on va dire, la qualification et la valorisation du patrimoine de données auprès des métiers, et notamment les data catalogues. Donc, ce sont une gamme d'outils qui permettent finalement de mettre en avant le patrimoine de données et les rôles associés à ces patrimoines de données.
Et enfin, l'un des principaux sujets du jour, la partie qualité de données, qui est un peu le parent pauvre des projets en lien avec les données, où finalement on va construire un référentiel, où on va construire un reporting, où on va mettre en place une plateforme données, et finalement dans l'exploitation de ces données, on va rencontrer un certain nombre d'écueils et pas être en capacité de construire des analyses ou construire des indicateurs, ou simplement d'apporter de la valeur au métier parce que la donnée n'est pas de bonne qualité. Donc, on a mis un extrait de nos partenaires éditeurs sur ce type de prestation. Et enfin, encore une fois, très rapidement, on intervient chez plein de clients différents sur ces problématiques-là. À la fois certains grands groupes, comme vous voyez, Coopérative U, notamment des coopératives agricoles également. Et puis des groupes dans l'ingénierie environnementale, Antea Group par exemple, ou le retail avec VNB ou les mousquetaires. Donc voilà, un panel assez large d'interventions. L'objet de ce slide-là était aussi de montrer que c'est une réalité chez nos clients, chez Next, et c'est la réalité d'un peu tout le monde. Ce n'est pas forcément dédié à un seul secteur d'activité. On voit qu'il y a pas mal de typologies de clients qui sont impactés par ces sujets autour de la gouvernance de la donnée. Roby, je te passe la main. Merci, merci Benoît. Oui, effectivement, donc je vais prendre le sujet là où Benoît l'avait laissé sur les références. Nous sommes éditeurs de logiciels, nous existons depuis un petit peu plus de 10 ans. Nous avons des clients dans beaucoup de domaines différents, beaucoup de tailles d'entreprises différentes, des activités différentes. Et le sujet qui ramène tout ça ensemble, c'est la data, la gouvernance de la data, la qualité des données. C'est notre sujet. Nous sommes vraiment positionnés sur tout ce qui est qualité des données structurées. Et la data structurée est partout, c'est la data dans des tables, dans des systèmes de fichiers, dans des bases de données. Et donc, ce sujet est prévalent, enfin, le problème de la qualité des données dans ces structures est commun à toutes les organisations, que ce soit des PME, des ETI, des grands groupes, des collectivités. Ce sujet est partout. Et nous apportons une approche à base d'IA et de nos codes que je vais pouvoir vous montrer dans la démo. Voilà, donc nous sommes d'une plateforme de data quality qui est utilisée par les équipes en charge de la qualité des données. Elle leur permet de prendre en main le sujet directement sur toute la data de l'entreprise pour mettre en place des contrôles, détecter des incohérences, détecter des anomalies, mais aussi mettre en qualité la donnée, produire de la donnée propre. Donc tout ça, je vais vous le montrer aussi dans la démo. L'idée, c'est une approche visuelle qui permet d'industrialiser la mise en qualité des données, que ce soit autant pour le contrôle que pour la production de données propres, de données certifiées. On peut passer à la suite. Et le lien entre la data quality et la data gouvernance, on a 2 slides pour situer un petit peu ça. La data quality, c'est un des piliers de la data gouvernance. Vous avez dans les slides la roue DAMA, l'organisation DAMA qui a érigé ce modèle. Donc, la data quality est un des piliers. Quand les organisations mettent en place un framework de data gouvernance, dans 95% des cas, la data quality est un des principaux piliers qui est retenu, tellement c'est important dans le sujet. Et par rapport à ça, se pose la question de l'outillage, de la méthodologie, et donc de comment est-ce qu'on obtient cette qualité et comment est-ce qu'on prévient les coûts de non-qualité qui sont quasiment inévitables quand on a de la data qui n'est pas de bonne qualité et qui n'est pas adéquate pour les différents usages de l'entreprise. Juste compléter par rapport à notre approche conseil auprès de nos clients, on voit que c'est un sujet qui vient de plus en plus, c'est-à-dire des clients qui reviennent vers nous avec un patrimoine de données pas suffisamment exploité, pas suffisamment connu. Et souvent, la question, c'est de se dire, il faut que je mette en place une gouvernance de la donnée sans avoir forcément la connaissance de ce qu'est Roby à l'instant, ces piliers formalisés par le DAMA. Et effectivement, on voit souvent le sujet référence master data là, qui est en bas. On voit bien le sujet architecture aussi, données, avec ce qu'on va appeler les modernes data platforms.
Et puis, ben, en général, très vite, on vient sur les sujets data quality qui sont aussi les premiers irritants remontés suite à la mise en place des premiers projets autour de la donnée. Exactement. Les sociétés qui deviennent des clients ont eu des expériences d'échec sur leurs projets. Donc, sur les projets IA, en ce moment, on en parle pas mal. Et souvent, la cause racine a été identifiée comme un problème de qualité. Et en fait, pour pouvoir vraiment travailler sur la qualité, les personnes qui comprennent la donnée, qui comprennent le sens métier de la donnée, ont besoin d'être partie prenante. Et en fait, mon associé Jean-Christophe Bouramoy, qui a fondé la société et qui est à l'origine du produit, a eu cette vision de faire collaborer des utilisateurs métiers, des personnes qui comprennent la donnée et de leur permettre de travailler vite et de s'associer avec des personnes avec des profils plus techniques. Mais nous voyons ça comme un facteur indispensable pour obtenir la qualité. Il faut que les personnes comprennent la data qu'elles regardent et puissent apporter le sens métier sur la data si l'on veut obtenir de la data de qualité. Donc sur ce deuxième transparent autour de data quality et data governance, on vous montre en fait les différents aspects qui sont couverts par la plateforme Taleo Data et que je vais vous montrer pendant la démo. Donc, nous avons une approche de scan, de Mass Data Discovery, on appelle ça, qui permet de scanner toutes les données de tous les systèmes auxquels la plateforme est connectée, et ce faisant, de vraiment scanner en profondeur les données. On a des confrères qui s'intéressent aux métadonnées, c'est-à-dire à la structure, à la description de la structure des différentes tables, des différents fichiers, des différentes sources de données. Nous allons plus loin que ça. Nous regardons la data dans chaque colonne. Nous analysons automatiquement les catégories de données. Nous pouvons classifier les données par rapport à des objets métiers. L'IA permet de rajouter la reconnaissance d'objets métiers propres internes à l'entreprise. Et nous permettons de récolter à travers des opérations de scan toutes les informations, des snapshots sur l'état de qualité des données, la quantité de données, le nombre de données qui ne sont pas dans le bon format, qui sont des anomalies par rapport à la catégorie qui a été détectée. Et nous permettons la production de métadonnées qualité qui permettent d'écrire chaque colonne dans chaque table avec des informations quantitatives et des exemples si on a des problèmes de qualité. Donc ça, c'est un premier volet de la plateforme qui permet en quelques clics d'automatiser des scans, de faire de la data observabilité, du scan en masse et du monitoring des données et de la cartographie et de l'analyse et de la surveillance du parc de données. Après, nous avons aussi une approche qui permet de mesurer et de détecter les anomalies et les incohérences dans les données par rapport à des règles métiers plus complexes. Donc, Taleo Data permet d'auditer les données, permet d'automatiquement détecter des anomalies, permet de quantifier, de faire des Nutri-Scores, d'analyser la qualité des données et donc de les surveiller aussi, de faire du monitoring, de la surveillance. Et aussi, on peut aller plus loin que ça en fonction du besoin du moment. On permet aussi de produire de la donnée propre, donc de redresser les données, de résoudre les imperfections dans la data. Si vous avez des opérations manuelles qui sont intervenues dans la production de cette donnée, nous pouvons permettre le redressement des données et la production de data propre, et aussi le croisement de différentes sources de données qui, a priori, n'étaient pas faites pour se parler. Donc, avec des approches à base de matching flou, nous pouvons travailler sur des correspondances approximatives et augmenter la valeur des données en créant des lignes dans les tables qui sont plus longues, ou pour lesquelles on a plus d'informations sur chaque objet métier. Et donc ça, c'est à travers une interface visuelle, nos codes, qui est rapide à prendre en main et qui permet de travailler rapidement sur les différents sujets. Et après, tout ça, ça peut être automatisé. Donc l'utilisateur peut programmer le déclenchement automatique des traitements, peut faire du scheduling et peut créer des tableaux de bord pour partager les résultats, des informations sur la qualité des données, pour partager les résultats, ou s'interfacer avec une plateforme de data viz, puisque la plupart des entreprises sont découpées de leur système
favoris de tableau de bord. Donc, on peut très bien s'interfacer avec ces systèmes pour diffuser les résultats du travail sur la qualité des données et la data propre. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais essayer de vous montrer dans la démo, de couvrir ces différents sujets, de vous permettre de voir dans la plateforme comment ça se passe en pratique. Juste avant de commencer la démo, voici un schéma d'architecture pour vous situer un petit peu Telo Data dans un contexte de SI. Donc, Telo Data est sur un serveur qui peut être fourni en SaaS ou on-premise. Donc, on a des clients qui aiment l'un ou l'autre. Donc, certains clients sont tout à fait désireux d'avoir du SaaS. D'autres clients souhaitent garder la donnée dans leur réseau. Et donc, Telo Data peut être apporté en solution on-premise. Et les utilisateurs de Telo Data vont se connecter à travers un navigateur web à la plateforme et vont pouvoir s'en servir. Il est possible d'orchestrer aussi le travail de la plateforme avec une API REST. Et cette plateforme va se connecter à l'aide de différents connecteurs aux sources de données qui vont apparaître dans le catalogue de l'utilisateur. Donc, ces sources de données sont généralement de trois types. Soit il s'agit de stockage fichier, donc par exemple du Blob Store, du stockage dans le cloud, du stockage Amazon, Google, Azure, pour des fichiers, donc la data structurée, des fichiers JSON, du CSV, des fichiers XML, de l'Excel, du Parquet, etc. Et on pourra aussi se connecter à des sources de données qui sont plus de type base de données. Donc là, on a des logos, après on a des connecteurs supplémentaires, mais là sont des logos de systèmes de base de données très communs. Et aussi, on pourra se connecter par des API REST et des extracteurs à des systèmes beaucoup plus propriétaires et beaucoup plus spécifiques. Et donc, on permet à nos partenaires et aussi à nos clients, aux équipes techniques de nos clients, de développer des extracteurs pour accommoder des besoins très particuliers sur des ERP, des systèmes très spécifiques. Et ces connecteurs vont permettre de lire les données et là où la gouvernance le permet, d'écrire dans certains endroits dans ces systèmes. Donc ça se fait, c'est le client qui gère la gouvernance de sa data et les droits d'accès aux différents systèmes. Voilà, je vais procéder, sauf si quelqu'un dans le chat a une question à ce stade, je vais procéder à vous montrer en pratique à quoi ça ressemble. A priori, il n'y a pas de questions pour le moment, mais effectivement, moi je compléterai ce que tu nous as dit, Roby, avec le fait que cette plateforme-là vient bien en complément de plateformes existantes. Et on voit en bas qu'il y a par exemple la notion de MDM ou de CRM, et vient finalement faciliter la mise en qualité des données et de la redistribuer. Et finalement, quelle que soit la source, quelle que soit la cible, Tale of Data est capable de communiquer et finalement de remettre à niveau le bon niveau de qualité pour pouvoir ensuite travailler cette donnée dans les applicatifs métiers ou opérationnels ou éventuellement dans du reporting. Et j'en profite tant qu'on est sur une slide technique pour parler un petit peu sous le capot. Telo Data, le moteur de Telo Data tourne sur Apache Spark. Donc ça permet une exécution très scalable. On peut traiter, on est totalement agnostique sur la quantité de données, les volumes de données. On a des clients qui ont des tables avec des milliards de lignes et ça se passe très bien. L'opération prend un petit peu plus de temps pour le traitement, mais tout ce qu'on fait dans Telo Data passe à l'échelle si on a des gros volumes de données à traiter. Et on peut aussi traiter des petits fichiers Excel. On est capable de gérer toutes les volumétries. Ok, on voit ton écran. Super. Donc, comme vous le voyez, je suis dans un navigateur web. Je me suis logué à travers un accès par user mot de passe ou par SSO. On peut se connecter au SSO d'entreprise. Et en fait, on voit dans cette interface les différentes parties du logiciel qui correspondent à peu près à ce que je vous ai montré dans le slide fonctionnel. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Et la première chose, c'est de récupérer de la data. Parce que si vous n'avez pas de data, Telo Data ne sert à rien. Vous avez besoin des données. Et donc, ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de vous connecter à travers un catalogue à différents systèmes.
Donc, à chaque fois que vous voulez vous connecter à un nouveau système, vous pouvez demander une nouvelle source et paramétrer spécifiquement comment vous voulez vous connecter à ça. Donc, si je veux rajouter une nouvelle connexion à une base de données Snowflake, je peux cliquer dessus et puis ensuite, chaque source de données aura besoin d'informations, d'identifiants, de techno pour permettre la connexion au système. Une fois que je me suis connecté au système, j'ai un affichage qui est vraiment standardisé dans lequel je peux explorer des répertoires, des fichiers. Je peux cliquer sur un fichier pour avoir un aperçu. Et c'est la même chose pour des bases de données. On s'adapte aux différents étages dans les bases de données. Je vois les tables, je peux cliquer sur une table, j'ai un aperçu de la data. Et donc, tout est au même endroit dans mon catalogue. Donc, ça me permet, je peux poser quelques questions sur le nombre de lignes, avoir des données statistiques sur les différentes colonnes. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et d'utiliser ces tables pour faire du travail, pour faire des traitements de data quality ou d'analyse. Donc, ça, c'est le data catalogue de Tell Data. Et après, on peut avoir besoin de faire un scan en masse des données, comme je vous avais décrit tout à l'heure. Donc ça se passe dans le Mass Data Discovery, dans lequel je peux paramétrer des analyses pour dire quelle partie du catalogue est-ce que je veux scanner et lancer le scan. Et je peux vous montrer d'ailleurs, si je veux créer un nouveau scan, je peux dire je veux faire une nouvelle analyse, nouveau scan, je vais paramétrer un nouveau scan. Je vais choisir dans le catalogue les systèmes ou les dossiers que j'ai envie de scanner. Je vais, voilà, donc je dis je veux scanner cette base de données et ce fichier-là. Je peux choisir les catégories de données à reconnaître. Donc, nous, on appelle ça des natures de données. On a un certain nombre de natures qui sont built-in, qui sont disponibles nativement dans la plateforme, mais vous pouvez rajouter les vôtres si vous voulez détecter des plaques d'immatriculation allemande ou des numéros de compte client avec un format particulier. Vous pouvez définir vos propres natures, y compris à partir d'un catalogue de valeurs admises. Et donc, si vous sélectionnez toutes les natures vont être détectées au fur et à mesure. Vous pouvez choisir de produire des statistiques. Donc, vous pouvez demander, par exemple, dans chaque colonne, combien de valeurs distinctes est-ce qu'il y a dans chaque colonne, la moyenne, l'écart type, les pourcentiles, le min, le max. Ça va ralentir le calcul et créer un petit peu plus de charge sur les serveurs de données. C'est optionnel. Et vous pouvez choisir d'exporter les résultats, donc les métadonnées qualité, le rapport du scan de manière cumulative dans un endroit dans votre catalogue. Donc, vous pouvez choisir un nom de fichier et dire je rajoute ces données cumulativement. À chaque scan, je vais accumuler les données ou je veux juste garder le dernier résultat du scan. Et ensuite, vous pouvez aussi combiner ça avec le déclenchement de workflow que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qui permet de faire le traitement et l'analyse des données, le monitoring, la détection, toutes ces choses-là. Donc ça peut permettre de combiner le scan avec l'exploitation des résultats. Et vous pouvez aussi planifier, donc comme pour les workflows, vous pouvez planifier des exécutions pour dire je veux lancer ça le lundi et le mercredi, ou je veux lancer ça le dernier jour du mois et le 20e jour du mois, ou toutes les 10 minutes. Vous pouvez juste en quelques clics planifier l'exécution du scan. Donc ça, c'est la mise en place du scan. Et après, une fois que le scan a tourné, vous pouvez visualiser les résultats et vous allez voir dans chaque entité de votre catalogue combien vous avez de lignes, combien vous avez de cellules, combien vous avez de valeurs vides, combien est-ce que vous avez de problèmes de nature, quelle est la qualité relative de chaque sous-ensemble de données. Et vous allez pouvoir descendre en mode drill down pour pouvoir regarder spécifiquement sur une table l'état de la qualité. Donc, on vous donne un outil d'exploration. Vous pouvez aussi analyser directement les données brutes du scan, mais on vous donne un outil d'exploration qui vous permet de télécharger un rapport PDF, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre, et vous pouvez explorer vos données, savoir combien vous avez à quel endroit et dans quelle quantité. Et vous pouvez aussi regarder en annuaire inversé les natures pour pouvoir dire combien est-ce que j'ai de lignes, combien est-ce que j'ai de noms de famille, la data personnelle, où est-ce qu'elle se trouve sur mon système. Donc, je vais pouvoir voir dans chaque système de mon catalogue
où est-ce que j'ai des noms de famille complets et combien, ou quelles sont les tables qui en contiennent beaucoup. Comme vous le voyez, on ne prend pas en compte le nom de la colonne. On est vraiment en train d'analyser la donnée et de dire, ah, MP surname, ça contient un nom de famille. Il y en a 650 à tel endroit. Donc, vous pouvez, en cochant une case, visualiser toute la data sensible, tous les endroits où vous avez de la donnée RGPD. Au moment où, pour le scan le plus récent, vous pouvez voir tous les endroits où il y a des emails, tous les endroits où il y a des numéros de téléphone, tous les endroits où vous avez de la data sensible, des comptes bancaires, des choses comme ça. Et si vous rajoutez vos propres natures, vous pouvez aussi détecter vos objets métiers automatiquement juste en programmant une analyse et en lançant un scan. Du côté du catalogue, le rapport est envoyé dans un fichier et vous avez un format standardisé qui contient une description. Chaque ligne va contenir la description d'une colonne dans une table. Que ce soit une table fichier ou une table base de données ou une table obtenue par API REST, vous allez avoir une description dans un format standardisé des métadonnées qualité. Donc peut-être que je vais tomber sur un exemple avec un problème de qualité. Voilà, j'ai des exemples de formats invalides pour le type qui a été détecté. Là, on a détecté des nombres réels. J'ai des problèmes de format. J'ai des problèmes de... J'obtiens des exemples, par exemple ici, pour des noms complets, de noms qui paraissent pas corrects pour l'IA qui a détecté ça. Voilà, donc ça c'est la partie Mass Data Discovery. Après, vous avez, donc je vous en parlais tout à l'heure, la possibilité de créer des tableaux de bord pour pouvoir partager des indicateurs sur la qualité des données, sur l'amélioration des données. Donc là, c'est en train de charger le tableau de bord. Donc, vous allez pouvoir partager ça avec des utilisateurs et permettre à d'autres personnes de filtrer la data et de pouvoir analyser les données sur les problèmes qui ont été détectés, les KPI qualité, l'amélioration de la data, tout ce que vous allez vouloir raconter dans des tableaux de bord et dans des résultats. Et on supporte tous les standards du marché, tous les types de graphiques standards. On a des cartes, des diagrammes à bulles, des tornados, tout ce dont on pourrait avoir besoin pour rapidement construire un tableau de bord et le partager. En quelques clics, vous pouvez éditer le tableau de bord, rajouter des graphiques, paramétrer les graphiques et partager ça immédiatement avec des utilisateurs. Pour revenir sur le point d'avant, Oui. le scan, une fois qu'il est défini, je prends un exemple qu'on rencontre parfois chez nos clients, notamment dans le cadre de mise en place de RP ou de migration de CRM. Quand on a plusieurs instances d'un même outil, donc sous-entendu, la source ne va pas changer de format. Du coup, ce scan, on peut le jouer sur les différentes instances et ainsi obtenir un résultat que tu nous montrais juste avant, sur le RP de la filiale allemande, sur le RP de la filiale française, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. On peut scanner tous les systèmes qu'on veut du moment qu'on est connecté dans le catalogue à ces systèmes. Okay. Donc, on peut effectivement, on a des clients qui font ça, qui ont 17 systèmes IT différents et qui veulent maintenir une vue d'ensemble des 17 systèmes et qui scannent régulièrement les systèmes pour faire du monitoring et pouvoir alimenter des tableaux de bord. D'accord, ok. Ces tableaux de bord, éventuellement, on va vouloir détecter automatiquement des anomalies. Donc ça va se faire à travers des traitements qui sont faits avec des workflows. On appelle ça des flows. Ça se présente, alors pour les personnes qui ont déjà utilisé un ETL, ça se présente d'une manière assez similaire, c'est-à-dire qu'on a un graphique qui explique le traitement qui est réalisé sur la donnée. Pendant que je suis en train de concevoir le traitement, j'ai un aperçu de la donnée. Je peux voir à différentes étapes la donnée dans l'état, à cette étape-là du traitement. Je vais avoir un aperçu.
Et quand je lance le traitement, ça va travailler sur toute la data. Et quand je lance ce traitement, ça va lire la data qui se trouve dans différentes tables, qui sont, peu importe de quel système ça provient, ça peut être un fichier Excel local, ça peut être ça ici, j'ai une base de données d'infraction, ici j'ai des extractions CSV que j'ai chargées localement. Et on va lire toutes les données, on va faire tous les traitements et écrire les résultats dans les tables qu'on veut dans son catalogue. Donc dans différents systèmes. Donc on peut, si on a le droit du point de vue de la data gouvernance d'écrire dans des bases de données, on a le droit d'écrire, on peut écrire les résultats où on veut. Et donc la conception du traitement se fait dans Teledata de manière visuelle. C'est-à-dire que je peux modifier le traitement en prenant des outils dans la barre d'outils et en les déposant directement sur le flow. Et donc, c'est un peu comme du Lego. C'est très facile à prendre en main parce que je prends des outils qui ont l'air assez simples dans la barre d'outils, mais qui permettent de faire beaucoup de choses. Je les paramètre sur l'écran de droite. Donc là j'ai un des outils les plus avancés pour travailler sur des fenêtres locales de la donnée, mais je peux faire une agrégation, je peux regrouper les données ensemble en disant je veux regrouper les gens par pays, savoir combien j'ai de personnes dans chaque pays. Et donc, je vais paramétrer en no-code, juste en cliquant, différents outils que je dépose et qui vont me permettre de concevoir un traitement qui va écrire les résultats dans des tables de sortie. Oui, je me Oui, permets oui, de réagir. N'hésitez pas d'ailleurs hein, sur le chat aussi à poser des questions si vous en avez. oui. Euh, ça veut dire que la facilité là qu'on voit de designer un flow pour traiter de la donnée une fois qu'on a fait le constat quelque part qu'il y avait peut-être des problèmes à certains endroits. Sur les projets, en fait, ça veut dire qu'on fait finalement du co-design quasiment entre le métier et les développements. Je pense à une référence qu'on a ensemble où on a fait ça, hein. Donc ça veut dire que là où avant on devait peut-être avoir des règles expliquées enfin, écrites par le métier, puis transmises à une DSI qui doit développer les traitements et qui donne les résultats, là finalement on se met ensemble autour de la table et on le fait quasiment en live, ce qui n'empêche pas de documenter, mais en tout cas, on construit et on expérimente en même temps, quoi. C'est ça, Et, hein. et- et souvent, la data quality, c'est un sujet qui est assez difficile, qui est assez ardu, parce qu'on découvre dans la donnée des choses qu'on ne savait pas. Et donc, on détecte des anomalies, des problèmes à résoudre qui, en fait, sont en train de causer des problèmes en aval. Et donc le côté interactif, où on voit ce qu'on est en train de faire et on découvre qu'est-ce qu'il y a dans la data, il est très, très important pour ce sujet. Il est clé pour que le projet réussisse, pour qu'on Ouais. puisse, Ouais, tout c'est ce comme que un nous, petit peu. ouais, c'est ce que nous, en tout cas, on a expérimenté en utilisant la plateforme chez nos clients, où effectivement, il y a des questions qui se posent beaucoup moins, donc du gain de temps avec des allers-retours entre le métier et on va dire la technique, et un travail conjoint autour de la plateforme qui permet d'aller plus vite. Ensuite, ça n'empêche qu'il faut industrialiser, etc., optimiser s'il y a des choses à optimiser. Mais pour autant, dans la définition, on va beaucoup plus vite, et notamment avec ce que tu as montré rapidement là, mais les aperçus de données à chaque étape, ça permet très concrètement de voir le résultat au moment où on est en train de faire et de spécifier quasiment les traitements à mettre en place, quoi. Et je vais l'illustrer avec l'éditeur de préparation parce que ici, pour résumer le cas qui est présenté, qui est inspiré de travail réel qu'on a fait avec le ministère de l'Intérieur, on a des fichiers CSV qui contiennent des données sur des ventes de véhicules. C'est 2 mois différents d'exploitation. Et on a une base de données avec des infractions, avec des noms de personnes. Alors, c'est très simplifié, mais on a une base de données avec des infractions et on veut voir dans les personnes à qui on a vendu des véhicules, est-ce qu'il pourrait y avoir des correspondances par rapport à comment ça se prononce, par rapport à comment leur nom se prononce. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave, mais est-ce qu'on peut faire des rapprochements? Est-ce qu'on peut trouver des correspondances dans la data? Et donc, un outil qui va nous servir beaucoup, c'est l'éditeur de préparation, qui nous permet d'explorer les données et de les transformer, de faire des traitements dessus. Donc, ça nous permet de filtrer les données et de regarder des cas particuliers interactivement.
Donc ici, si je veux regarder le nombre de personnes par pays, je peux voir toutes les personnes au Royaume-Uni. Je peux regarder le type de véhicule de ces personnes. J'ai 2 personnes avec des berlines au Royaume-Uni dans mes données. Donc je peux m'en servir pour explorer les données. Et je peux aussi utiliser l'IA, par exemple, pour générer une analyse automatique. Donc je peux demander un rapport qualité. Donc ici, ça va me générer un rapport qui va me dire des choses que je ne peux pas forcément voir tout de suite sur les données. Donc ici, je peux regarder, ça me produit un document avec un audit flash. Ça va me donner un Nutri-Score, ça va me donner un score qualité sur mes données, et ça va me dire quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes dans ce dataset. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose sur les similitudes de Liblé, qui est un problème classique. Il y a des problèmes d'invalidité de type. Donc ça, c'est par exemple des dates qui ne sont pas dans le bon format. J'ai des problèmes de valeurs manquantes aussi. J'ai des trous dans mon dataset. J'ai des natures qui ont été détectées. J'ai des problèmes par rapport à ces natures, les catégories de données. Et donc, en déroulant le rapport, je vais avoir une radiographie de mon jeu de données. Et je vais avoir une indication sur quelles sont les colonnes avec le plus de problèmes et quelles sont celles qui vont bien. Et ici, par exemple, ce rapport va m'attirer l'attention sur voilà, les invalidités de nature. J'ai des numéros qui ne sont pas dans le bon format, des numéros de téléphone, j'ai des noms de pays qui ne sont pas parfaits, j'ai des problèmes dans les dates de traitement. Et j'ai aussi 70% des valeurs à peu près sur les types de véhicules qui présentent des problèmes, où on rejoint ce que décrivait Benoît sur la saisie manuelle. Ces données ont probablement été saisies à la main et donc présentent des problèmes de saisie, des problèmes de cohérence. Donc le rapport me permet de le détecter, et TLOfData me permet aussi de redresser ces données. Donc là, je peux utiliser par exemple ce problème sur les types de véhicules. Et je peux aller voir dans ma liste de transformation. J'ai une centaine d'opérations de transformation prêtes à l'emploi qui permettent de travailler sur plein de problèmes classiques de data quality. Et j'ai des outils de regroupement pour pouvoir regrouper pour ces libellés de véhicules. Ça m'intéresse de pouvoir les regrouper ensemble par libellés similaires. Donc, je peux utiliser un outil pour faire un regroupement. J'ai différentes approches possibles. Je peux dire que je veux travailler sur le type de véhicule. Et quand je configure cet outil, TLOfData va identifier les clusters automatiquement et va me permettre de les passer en revue. Donc, il a trouvé un cluster il y a 3 orthographes différentes autour de monospace. Il y en a 3 autour de break. Bon, Berlin, on avait vu tout à l'heure. Il y a Berlin avec un S et Berlin sans S. Et je peux passer en revue ces regroupements et dire si je suis d'accord pour les regrouper. Et choisir l'orthographe de regroupement. Donc, si je voulais garder le S pour tout le monde, je pourrais le corriger ici. Et donc, je peux passer en revue et regarder chacun des regroupements. Donc là, j'ai 3 orthographes pour monospace. J'ai un aperçu des données qui sont concernées. Je peux dire que c'est très bien de remplacer. Break, effectivement, c'est très bien de le remplacer. On pourrait avoir un cas où, en fait, j'ai besoin de dire non, celui-là, c'est pas la même chose, il faut le séparer. Donc, je suis dans un travail où je suis assisté et qui me permet d'aller très vite et de redresser la donnée. Donc là, vous avez un exemple où, en fait, cette opération de regroupement s'est traduite par une opération de recherche et remplacer qui a été faite en un coup. En quelques clics, j'ai redressé la donnée. Et maintenant, si je vais aller regarder les types de véhicules et le nombre, j'ai de la donnée qui est propre. Alors que tout à l'heure, j'aurais eu Berlin avec un S, Berlin sans S, 3 orthographes différentes pour monospace, etc. Dans les autres styles de transformation. Oui, Benoît. Oui, j'allais juste te dire, en termes de timing, il nous reste 5-7 minutes Oui. sur la partie démo. Je sais que tu pourrais en parler longtemps, mais oui, je pourrais. Contraint par le temps. Alors, je vais aller à l'essentiel. À chaque fois que je clique sur des colonnes, je peux avoir des suggestions de transformation. Donc, par exemple, ici, j'ai des dates dans mon fichier CSV qui ont été saisies, qui présentent des problèmes de format. On me propose de redresser les dates. On détecte avec l'IA des solutions possibles d'orthographe, d'interprétation du format de date qui me permettent de redresser les dates
dans un format correct. Alors là, j'ai besoin de l'aider un petit peu. Donc, je peux travailler avec la plateforme pour faire tous ces travaux de mise en qualité. Et maintenant, j'ai plus que les numéros de téléphone qui présentent un problème. J'ai des transformations qui me permettent de corriger les problèmes de format. Je vais le demander. Je peux choisir un nom de pays par défaut, le format que je souhaite. Après, ça dépend du besoin métier. J'obtiens en fonction de mon besoin une colonne redressée. Là, je peux supprimer l'ancienne colonne et avoir un dataset qui a été nettoyé, qui a été redressé en quelques opérations élémentaires. Il est possible de se connecter à une plateforme d'IA. Donc, dans les sécurités et autorisations, on peut mettre une clé d'IA. Donc, il faudrait que je rajoute ma clé OpenAI. Donc, on peut mettre des connexions à différentes plateformes. Donc, je vais rajouter ma clé ici pour pouvoir utiliser OpenAI. Donc, ça se fait sous le contrôle de l'entreprise. On empêche la sortie des données. Mais après, une fois que la clé d'API est branchée, je peux utiliser une transformation à base d'IA générative. Donc, d'écrire dans un prompt, d'écrire le traitement que je veux faire et obtenir un aperçu et du code généré par l'IA qui va me permettre de faire le traitement en masse. Donc, un exemple que je peux dire, c'est la colonne adresse contient un numéro de rue. Je voudrais l'extraire dans une autre colonne. Ça me permet d'utiliser l'IA, donc de ne pas avoir besoin de connaissances techniques pour faire des transformations plus sophistiquées. Donc, je vais avoir un aperçu de la transformation. Je vais avoir du code généré par la transformation qui sera en fait utilisé massivement quand le traitement est fait sur la donnée. Et je vais avoir une nouvelle colonne numéro de rue qui va apparaître. Donc, on a beaucoup d'outils spécialisés par rapport à des problèmes géographiques, des problèmes de nettoyage de colonnes, de fusion de colonnes, d'opérations de survivorship, des choses comme ça, des opérations autour des dates, des opérations numériques. On a tout un outillage qui permet de faire ça. Et toutes les opérations qu'on est en train de faire vont se retrouver dans la documentation pardon, ça c'est l'effet démo, dans la documentation. TeleData va générer automatiquement une documentation qui sera auditable et qui permettra de donner la logique business. Donc, tous les traitements qu'on vient de faire, le remplacement des véhicules, tout sera tracé et sera auditable. Là, ici, je retrouve ce que j'ai demandé à l'IA. La documentation est maintenue et générée automatiquement. Et on peut demander à l'IA de la compléter en expliquant chaque étape, c'est aussi possible. Voilà, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de la démo. On a une question par rapport aux corrections qui ont été appliquées, par exemple, à ce que tu nous as montré sur le téléphone ou d'autres choses. Oui. La question, c'est comment elle est appliquée et propagée, et est-ce qu'il y a un flux retour vers le système source? Alors, en fait, ça dépend des connecteurs. Sur le connecteur Salesforce, par exemple, on peut faire de l'upsert, c'est-à-dire modifier, corriger les valeurs qui sont dans le CRM directement. Souvent, sur des systèmes un petit peu plus complexes, on va écrire dans une table à côté dans le système et il faudra parler à l'administrateur de la base de données pour que la mise à jour des données se fasse en lançant un script ou de manière automatique, mais en collaboration avec l'administrateur de la base de données. Donc on peut faire de l'upsert, mais généralement, on produit la liste des corrections à faire et après, pour mise en cohérence, il y a peut-être d'autres dépendances au sein du système source qui imposent effectivement qu'on ne met pas juste à jour l'adresse sur le client, il faut peut-être aller modifier des factures en cours d'édition ou des commandes. Okay. Et on retombe sur le sujet de la gouvernance parce que les personnes qui vont approuver le changement ne sont pas forcément les personnes qui le proposent. Donc, il faut aussi prendre en compte la gouvernance. Voilà, je peux prendre des questions si le lancement des flows se passe exactement comme pour les lancements de Job MDD, de Mass Data Discovery. Vous pouvez lancer maintenant tout de suite et le flow va tourner. Ou vous pouvez programmer une exécution ultérieure ou automatique. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer en si peu de temps qui concernent le chaînage de traitement, le data lineage qui vous permet de voir
comment les différents traitements sont connectés entre eux et si la data dans telle table source est incorrecte, quels sont les systèmes qui sont affectés, quelles sont les tables qui sont affectées ou les dashboards qui sont affectés. Ça vous permet aussi de naviguer dans l'application de manière très, très intuitive entre les traitements, les sources de données. Et l'autre chose que je ne peux pas vous montrer aussi en si peu de temps, c'est l'aspect collaboratif, où c'est possible de collaborer à plusieurs sur des espaces de travail qui permettent de travailler tous ensemble sur les mêmes traitements en équipe. Donc on a Ça rejoint une question du coup qu'on a eue qui était de dire est-ce qu'il est possible de mettre en place un workflow de validation finalement la proposition que tu évoquais là de correction de données avant qu'elle soit intégrée peut-être dans le système source. Est-ce qu'il Oui, est possible par l'outil, c'est peut-être l'aspect collaboratif que tu viens de dire là, hein, oui, tout à fait. par ce biais-là, on peut le transmettre à quelqu'un d'autre qui doit approuver avant que ça passe C'est ça, c'est ça. On a un mode revue collaboratif qui permet de mettre des feux tricolores sur certaines parties. La personne qui lit voit en lecture seule le workflow, peut valider avec un système tricolore. Et je vois aussi une question sur l'outil de data catalogue. Oui, bien sûr, enfin, les résultats du scan MDD, on a des clients qui intègrent ça dans leur data catalogue. On a vu ça notamment avec Data Galaxy. Un export des métadonnées qualité de telle data qui sont reprises dans le data catalogue pour l'enrichir. Merci beaucoup pour la démo. Je sais que l'exercice est toujours compliqué. On se l'était dit avant, en si peu de temps, arriver à présenter toute l'étendue de ce que c'est faire un Tale of Data, c'est pas évident. Et encore une fois, avec la vision intégration que porte Next, cette solution-là, on la met en place, on l'expérimente aussi chez certains de nos clients et on voit très rapidement la valeur que ça apporte. Et encore une fois, sur des problématiques concrètes, Roby, tu nous as montré en 2 temps, 3 mouvements quelques exemples, mais on sait que probablement vous en avez beaucoup aussi dans vos contextes. Donc, c'est aussi assez simple de prouver la valeur d'un outil comme ça, parce que ça vient résoudre un certain nombre d'irritants. Ça me permet du coup aussi de repasser un petit message autour de la qualité de données, qui est un sujet clé, et c'est comme ça aussi qu'on l'évoque chez nos clients, et qu'il faut l'évoquer aussi en termes je dirais, d'organisation hein, de l'entreprise. C'est que c'est un sujet qui doit s'inscrire dans la durée. Souvent, on le voit sur un certain nombre de projets, soit des projets CRM, des projets ERP, il y a un effort qui est fait au moment de l'installation d'un nouvel outil pour reprendre les données de l'ancien système, de les redresser et puis de les remettre dans le nouvel outil. Et puis, au fur et à mesure du temps, pour les raisons que tu as évoquées, des erreurs de saisie, des changements d'utilisateurs, des process peut-être pas suffisamment documentés, on voit que la qualité de données se dégrade parce que la gouvernance au sens large n'est pas forcément complètement mise en place. Et l'incidence de ça, on l'a assez vite, hein, et ça, vous le vivez probablement dans vos différentes structures. C'est que ce qu'on arrive à sortir à partir de ces données de faible qualité et pas de bonne qualité, puisqu'il y a, il y a des résultats manquants ou même des résultats erronés. Donc l'incidence, elle est assez forte. Et ce qu'on voit, nous, chez nos clients, c'est que il faut redresser la donnée et donc du coup, on fait avec les moyens du bord, excusez-moi le terme, pour arriver à essayer d'améliorer la qualité du résultat de l'indicateur, par exemple, ou du tableau de bord, au prix souvent d'un effort humain assez important. Et c'est là que Tale of Data va apporter une vraie valeur pour à la fois automatiser, fluidifier, et on l'a vu, faciliter aussi les interactions. Nous, on l'a expérimenté autour de ces sujets-là entre guillemets, la technique et le métier. C'est un peu simpliste, mais en tout cas, mettre tout le monde autour de la table pour ce sujet qui n'est pas si simple que ça. Je termine rapidement. On nous dit souvent, bah oui, mais la qualité de données, quelque part, on n'en voit pas le coût ou l'incidence. J'ai pris un exemple d'un travail qui a été fait par des chercheurs qui montre le coût de la non-qualité de données, qui est finalement le coût d'acquisition d'une qualité de mauvaise qualité, d'une donnée, pardon, qui est de mauvaise qualité est 10 fois plus important que si la donnée était de bonne qualité. Hein. Et donc, par un rapide calcul, quand on a
100 données à produire. Si on les produit avec la bonne qualité, ça va nous coûter 100 €, dans l'exemple basique ici. Dès qu'on a 20% de données qui ne sont pas qualitatives, le coût d'acquisition des données, qui inclut notamment le redressement des données non qualitatives, va être à 280 €. Donc, on voit par cet exemple, alors, OK, c'est un travail de recherche, mais néanmoins qui donne des éléments assez concrets. Dans un autre contexte, chez un de nos clients, on avait aussi le temps de récupération de la bonne qualité d'information, euh, qui était estimé quasiment à 3% du temps de l'entreprise globale. Donc, quand on ramène ça en nombre de TP, on était à 5 TP pour l'entreprise en question à l'année perdue, donc 5 équivalents temps plein perdus juste pour avoir la donnée de bonne qualité pour pouvoir travailler, faire le tableau de bord ou faire les opérations qui étaient nécessaires. Donc, on a, nous, différentes expériences. Chaque contexte est encore différent, mais la valorisation du coût de la non-qualité, c'est des choses sur lesquelles on peut, nous, Next, aider. Et encore une fois, ça permettra aussi d'enclencher sur des outils comme Tale of Data. Oui, et là, je rejoins totalement Benoît aussi. On est complètement en phase. La data quality, ça s'inscrit dans la durée. Et puis, ce qu'on voit, c'est que notre plateforme apporte un ROI immédiat. On a un benchmark client, le groupe Manutan, quand ils ont acheté Tell Data, ils ont refait des choses qu'ils avaient faites en Python. Ils nous ont dit, bon, on a vu, ça nous avait mis 10 jours en Python et on a pu refaire la même chose avec Tell Data en 2 heures. Donc, c'est pas toujours évident pour des gens qui ont une culture de codeur de comprendre ça. En fait, on peut travailler beaucoup plus vite avec un outil comme Tell Data qu'avec des approches traditionnelles à base de code. Le code pour faire de la data quality, c'est pas très adapté. C'est beaucoup mieux quand on voit et qu'on peut impliquer des utilisateurs métiers dans le processus. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite, y compris aussi pour des aspects plus techniques de déploiement, pour mettre en production les traitements, c'est beaucoup plus rapide. Nous, on permet à nos clients d'économiser des mois de projets avec une journée de formation pour les utilisateurs pour pouvoir commencer à utiliser la plateforme de manière autonome. Le temps de mise en œuvre est considérablement réduit et on peut travailler sur le sujet intéressant qui est vraiment sur la data et moins sur l'environnement technique et les sujets techniques. Donc, ça permet de retrouver des liens. On a une calculatrice que je vais mettre dans le chat qui permet d'aider à recenser un petit peu tous les postes d'économie que permet une solution comme Tell Data. Et je vois qu'il y a des questions sur… Oui, sur l'intégration en amont d'un data warehouse pour Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Pour faire exactement ce que Théo a décrit, c'est un des cas d'usage possibles. Ça peut aussi être sur de la data existante dans le data lake ou le data warehouse pour pouvoir produire du reporting, extraire des données, les préparer dans un format particulier. Tous ces cas d'usage existent chez nos clients. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, avec la look rétroactive vers le système source qui peut être mise en place avec effectivement les responsables applicatifs pour ne pas déporter finalement uniquement dans le data warehouse cette problématique de qualité de données, mais essayer de la faire remonter en amont. Et on va dire que la mise en place et on va dire la révélation aussi des traitements qui sont faits dans Tale of Data, dans cette plateforme-là, vont aussi avoir des impacts en termes de process métier potentiellement dans les systèmes sources en amont pour se dire comment on peut mettre en place un process qui va fiabiliser la donnée dès son entrée dans le système. Donc il y a là on est sur de l'analyse, de la correction et effectivement on bénéficie de ça via cette plateforme. Mais il y a aussi des incidences en termes de process et d'évolution potentiellement des process. On va terminer rapidement, on est juste à temps. Voilà, Ouais. c'était en quelques mots notre proposition de valeur, l'IA, l'approche no-code, l'automatisation, la semi-automatisation des tâches pour un gain opérationnel et une efficacité augmentée
avec une plateforme vraiment centrée sur le sujet de la qualité et ce pilier-là de la data gouvernance qui est la data qualité. Bah, écoutez, on clôture le webinaire. Merci beaucoup, Roby, pour le partage et l'échange. On croit beaucoup à cette solution-là. Donc, on est à votre disposition avec Roby pour poursuivre la discussion. Merci pour vos questions et le côté interactif qui nous a permis de répondre à peut-être quelques petits problèmes que vous rencontrez chez vos clients, aux questions qui se posent aussi chez vous en termes de système d'information. Et puis voilà, vous aurez, je pense, le replay qui sera disponible bientôt sur notre chaîne Next Decision. Et on vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit à très court terme. Merci, Roby. Merci beaucoup, Benoît.